La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour et bienvenue dans les interviews d'Eric Cooper. Les grands voyages ont ceci de merveilleux que leur enchantement commence avant le départ même. On ouvre les atlas, on rêve sur les cartes, on répète les noms magnifiques des villes inconnues. C'est une citation de Joseph Kessel, romancier français. Et c'est avec cette citation que nous introduisons celui qui est à l'autre côté du micro, c'est Bertrand Chavet. C'est un globe-trotter et son dada, c'est le voyage en mode éco-responsable. Il a un grand projet dont il va nous parler aujourd'hui dans ce podcast, c'est de faire le tour du monde en produisant le moins de déchets possible. Il veut ainsi démontrer que l'on peut voyager différemment d'une façon bien plus écologique. Et si vous avez envie de suivre Bertrand, eh bien vous pouvez le faire sur Instagram. Il y a de superbes photos. Le compte Instagram s'appelle The Belgian Kiwi. Également sur sa page Facebook, Le Chave en Voyage. Mais tout de suite, sans plus attendre, on part pour un voyage sonore et je laisse Bertrand se présenter à vous. Belge de toujours, néo-zélandais à jamais, originaire de Stavelot, Blanc-Moussis et kiwi de cœur. C'est quoi un blanc moussi ? Un Blanc-Moussis, c'est un personnage habillé tout en blanc avec un long nez rouge et qui fait référence au folklore à Stavelot. Qu'est-ce qui vous met de bonne humeur ? De bonne humeur, la musique en général. Votre passion donc c'est de voyager seul avec votre sac à dos. Comment est née cette envie de découvrir des horizons nouveaux ? Je crois que c'est déjà à partir du moment où on était petit, avec mes parents, on a toujours eu l'occasion de pouvoir voyager dans différents pays en Europe. Et puis au fur et à mesure, ça a grandi et jusqu'au jour où j'ai pu faire une année d'échange en Nouvelle-Zélande. Donc j'ai vécu une année de scolarité là-bas, dans une famille d'accueil. Et quand je suis revenu en Belgique, j'avais envie de continuer. Ce n'était pas assez et j'ai voulu voir plus loin et découvrir de nouveaux horizons. Quelle est la raison pour laquelle vous voyagez ? Être au contact des locaux, donc c'est-à-dire voir un maximum de personnes et leur façon de vivre, leur façon de manger, leurs différentes cultures. Et ce qui m'intéresse réellement, c'est au niveau des langages, surtout voir un peu comment les personnes communiquent. Est-ce que voyager, c'est aussi pour vous une façon d'en apprendre plus sur vous, pour apprendre à vous connaître ? Est-ce que c'est un peu la quête du soi ? Tout à fait, dans le sens où j'apprends à connaître déjà mes limites dans certaines randonnées, dans certains pays. Je vois un peu ce qui est faisable, ce qui est possible de faire. Donc oui, j'en apprends beaucoup sur moi-même. Et je bloque. Je dépasse mes limites vraiment. Et qu'est-ce que ça vous apprend de vous confronter à d'autres personnes, à d'autres civilisations, à d'autres cultures ? Ça m'en apprend beaucoup au niveau, comme je l'ai dit, du langage, dans le sens j'apprends à connaître une personne vraiment face à face, j'arrive à communiquer avec eux. Je me rends compte que parfois c'est complètement différent de ce que nous vivons en Belgique, donc j'en apprends énormément sur les personnes quand je suis en contact avec eux ou quand ils m'invitent à dormir chez eux ou quand ils m'invitent à manger chez eux, et c'est vraiment quelque chose de très local. Si je vous colle l'étiquette d'aventurier, est-ce que cette étiquette vous convient ? Aventurier oui, mais aussi explorateur, dans le sens où je vais toujours aller chercher le coin inexploré ou quelque chose qui n'est pas forcément sur les cartes ou qu'on n'a pas encore vu sur les réseaux, et donc je vais toujours essayer d'aller chercher l'endroit qui est intéressant et qui fait en effet de beaux paysages, de belles photos, et montrer qu'il est possible de voyager dans des endroits qu'on ne connaît pas encore. Dans la vie professionnelle, vous êtes prof, donc vous transmettez un savoir. Comme voyageur, vous partagez aussi sur un blog, sur Facebook. Est-ce que c'est la même façon de transmettre ? Oui et non, dans le sens où avec un jeune public ou un plus âgé, parce que je travaille aussi en promotion sociale avec les adultes, les publics sont différents, donc la manière d'enseigner est de toute façon adaptable et j'adapte en effet mes cours en fonction des différentes personnes, mais en effet ce que je vis à l'étranger, ce que je vois, ce que j'entends, ce que j'apprends, je le transmets au niveau de mes cours. Donc ça crée facilement, ou plus facilement en tout cas, un lien surtout avec les jeunes. Et ça montre qu'en effet, il n'y a pas que ce côté scolaire ou ce métier qui fera de toute la vie. Donc c'est-à-dire qu'on peut aller plus loin et qu'on ne doit pas rester sur le scolaire. Ça fait combien de temps que vous voyagez ?
J'ai envie de dire que j'ai réellement commencé en 2013, on va dire, quand j'ai commencé une année aussi en Erasmus, donc je suis resté une année en Allemagne, et à partir de ce moment-là, j'ai réalisé mon premier tour d'Europe. Donc ça fait il y a 7 ans à peu près. Est-ce que vous avez changé Est-ce que ces voyages vous ont changé? Est-ce que le Bertrand d'il y a 7 ans est le même que le Bertrand d'aujourd'hui? Évidemment, j'ai mûri grâce à mes différents voyages et de ce que j'ai vu et appris. Je trouve qu'il est encore plus ou moins le même via le caractère, mais différent dans sa méthode de voyager, oui. En parlant de transmission, est-ce que vous aimeriez bien changer la vie de quelqu'un, de l'inspirer peut-être, parce qu'il va vous écouter et il va se dire « mais moi aussi j'ai envie de voyager ». Est-ce que ça vous plairait de pouvoir dire « je change la vie des gens » ? J'ai envie d'inspirer mes proches, c'est-à-dire mes amis proches, dans le sens où il y en a souvent qui viennent vers moi et qui me disent qu'ils ont un peu peur de partir, ils n'osent pas y aller tout seuls, et donc j'ai envie de les inspirer en effet d'essayer d'y aller petit à petit, étape par étape, de commencer par des lieux qu'ils connaissent, où ils ont l'habitude d'aller, qui sont pas très loin, et voilà, prendre petit à petit son envol, mais surtout c'est au niveau des proches et de mes amis proches. Oui. Parlez-nous un peu des pays que vous avez visités. Donc au total, il y en a 45, donc je ne sais pas si je vais tous les citer, mais en effet, ceux qui m'ont vraiment marqué en numéro 1, de toute façon, pour l'instant, il n'y a rien qui dépasse la Nouvelle-Zélande, c'est vraiment mon pays de cœur, et je n'ai rarement vu quelque chose d'aussi beau que là-bas. J'ai commencé à découvrir l'Asie centrale, comme le Kyrgyzstan ou le Kazakhstan. Comme je suis un amoureux des montagnes, un pays comme le Kyrgyzstan est environ 90% de montagnes, donc c'est le bonheur pour les montagnards. Sinon, en Europe, je trouve qu'on a vraiment des richesses énormes, un patrimoine énorme, et en étant pro-européen, il est extrêmement facile de voyager dans les différents pays d'Europe, et notamment comme par exemple la Suisse, l'Autriche ou le nord de l'Italie, qui m'ont vraiment subjugué dernièrement. Pourquoi est-ce que la Nouvelle-Zélande vous a autant marqué ? Il faut savoir que je suis arrivé là-bas quand j'avais 18 ans, donc je sortais de secondaire, je ne savais pas trop comment ça allait se passer. Dans une nouvelle famille d'accueil, il a fallu faire le switch du français vers l'anglais, donc j'ai dû beaucoup m'adapter. Et j'ai eu la chance de pouvoir avoir des amis là-bas et une famille qui voyageait également, donc j'ai vu beaucoup du pays. J'ai moi-même été parfois seul, parfois accompagné dans différentes parties du pays. Et la Nouvelle-Zélande, c'est vraiment un pays où tout peut se trouver et on peut retrouver tout en une journée, par exemple. Donc les 4 saisons peuvent arriver en une seule matinée, en une seule journée. Et au niveau des montagnes, au niveau des lacs, au niveau de la nature, et c'est un pays qui a une longueur d'avance sur nous en termes d'écologie. Et c'est pour ça que votre surnom, c'est The Belgian Kiwi, puisque Kiwi, c'est un petit peu le surnom qu'on donne aux Néo-Zélandais. Vous savez pourquoi on donne ce surnom ou pas ? Exactement, donc dans le sens où Belgian, je suis belge d'origine et je ne réfuterai jamais cette origine, bien sûr, mais mon pays d'adoption et mon pays de cœur reste la Nouvelle-Zélande, et le mot kiwi, en effet, c'est en rapport avec le symbole national qui est l'oiseau, le kiwi, et entre eux, donc ils s'appellent les kiwis et ils sont mondialement connus comme les kiwis de Nouvelle-Zélande, oui. Dans vos voyages, est-ce que vous avez eu le plaisir de goûter aux spécialités culinaires locales ? Oui, bien sûr, comme par exemple, je reviens toujours souvent là-dessus par rapport à ce qui m'a marqué, au Portugal, par exemple à Porto, ce qu'on appelle la francesinha, quelque chose qu'il faut absolument essayer. Dans des pays comme dans l'Europe de l'Est, tout à fait, comme en Macédoine ou comme en Bulgarie, c'est vraiment des plats qu'on a l'habitude de manger. Je ne connais plus les noms exacts. Sinon, au niveau du Kyrgyzstan et du Kazakhstan, une fois qu'on goûte aux différents plats qu'ils nous proposent quand on dort en yourte, ça tourne souvent autour du cheval ou de l'agneau. Est-ce qu'il y a des choses étranges que vous avez goûtées ? Étranges ou du moins qui vous paraissent peut-être étranges à vous et qui nous paraissent étranges à nous, Européens ? Oui, tout à fait. Donc, en Angleterre, pas si loin de chez nous, ils ont quelque chose qui s'appelle donc le Fried Mars Bar. Donc, c'est-à-dire que c'est simplement une barre chocolatée qui est simplement frite dans de la friture. Sinon, en Asie, j'ai eu, on va dire, je ne sais pas si c'est une chance ou non, mais de goûter en effet tout ce qui est criquet, en effet sauterelles, etc. grillées, oui. Et ça a quel goût un criquet ou une sauterelle ? J'ai envie de dire plutôt noisettes. Alors moi-même qui suis allergique aux noisettes et aux arachides de base, j'essaie de m'en passer, mais ça ne m'a pas atteint, donc ça a plutôt le goût, mais pas vraiment la saveur d'une vraie noix, d'une vraie noisette. Vous voyagez d'une façon écologique en produisant un minimum de déchets. Ça se passe comment ? Donc j'essaie de m'adapter et de m'équiper un maximum avant de partir, donc j'ai toujours, que ce soit de l'équipement comme une gourde, réutilisable évidemment, que ce soit les différents moyens pour aller aux toilettes, donc c'est du papier par exemple
donc qui est déjà recyclé. Tout ce qui est au niveau des contenants, donc je mets par exemple mon savon réutilisable dans une boîte interne. J'ai aussi par exemple mon déodorant qui est en matière dure, etc. Donc si j'ai besoin d'un liquide, je le mets dans des flacons par exemple. Donc ce sont des moyens qu'on apprend via différents réseaux par rapport à différents voyageurs. Et comme dans la vie de tous les jours, je mets ça en pratique avant de pouvoir voyager, ou bien je me procure des éléments sur place. Et vous ne voyagez pas en avion ? Le moins possible. Bien sûr, à l'heure actuelle, il est encore quasiment impossible de ne pas prendre l'avion, mais c'est réalisable en fonction des différents pays et différents voyages. Donc, par exemple, cet été, en effet, j'ai préféré utiliser le train, mais il faut savoir que je marche énormément. Donc, si, par exemple, je dois rallier 2 villages et qu'il y a 3 voire 4 heures de marche, en fonction des kilos que je transporte sur mon dos, je le ferai sans aucun problème. Donc le bus, le transport en commun, j'utilise énormément aussi l'autostop. C'est très fort probable d'utiliser ça en Europe, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Un peu moins avec le contexte actuel, mais finalement ça s'est très bien passé. Comme par exemple ici en Grèce, quelqu'un m'a pris en stop alors que j'avais 6 heures de marche à faire et ça m'a très bien aidé. Alors moi, il y a une question qui me brûle les lèvres. Comment se passe la vie quotidienne ? Manger, dormir, se laver, aller aux toilettes. Allez, dites-nous comment vous faites. Une journée normale par rapport à une étape en montagne, c'est-à-dire que le matin même, je vais dans une supérette ou un magasin faire mes différents sachets, dans le sens où je transporte toujours des sachets vides ou sachets réutilisables avec moi. Je prends tout ce qui est matière grasse, comme par exemple des boîtes de thon également en conserve, etc. Je prends toujours ça dans mon sac à dos. Au niveau du logement, j'ai de toute façon ma tente avec moi. Si jamais c'est dans les montagnes, je réserve un refuge simplement. Donc je me prépare à l'avance le matin même. Ça me prend souvent entre 1 heure et 2 heures de temps, pratiquement avant de commencer à bouger, car j'aime regarder par exemple sur internet là où je peux trouver un magasin qui propose des objets ou des aliments en vrac. Et la nourriture, quel est un peu votre menu ? Petit déjeuner, souper. Vous mangez, on parlait de boîtes de poissons, de thon. Vous ne mangez pas que des conserves quand même ? Non, alors je prends également beaucoup de pain. Donc le pain m'aide beaucoup à avancer. En tout cas, c'est un aliment qui fonctionne très bien sur moi. Ça me donne ce qu'il faut en énergie. En effet, les boîtes de conserve, comme le thon également. Je prends beaucoup de fruits. Les fruits sont quelque chose d'extrêmement important. De nouveau, j'arrive à connaître mon corps à l'heure actuelle. Donc par exemple, ce sont les bananes qui travaillent le mieux avec moi et qui me donnent le plus d'énergie. Mais sinon, ça passe par, les raisins, ça passe par les pêches, etc. Donc quelque chose qui va vite, mais qui est sur la durée également. On parle de fruits frais ou de fruits secs ici ? Plutôt de fruits frais, mais ça évidemment je recommande également les fruits secs. Étant donné que je suis allergique aux arachides, je peux moins en manger, mais je peux me permettre tout ce qui est noix de cajou par exemple, ça je prends, mais j'évite en effet les vraies noix noisettes. Est-ce que vous arrivez à trouver un équilibre entre la vie personnelle, vie professionnelle et vos voyages ? Oui, c'est pas toujours évident, mais je suis, on va dire, tenu au rythme scolaire étant enseignant. Donc, à partir du moment où j'ai un week-end plus long ou simplement des vacances, je me permets de partir directement. Alors, ce sera la semaine complète ou le week-end complet. Alors, vie familiale, c'est encore un peu différent parce que je ne peux pas me projeter vers l'avenir et de me dire j'ai envie de fonder une famille maintenant. C'est encore trop tôt pour moi et j'ai d'autres choses à vivre avant de pouvoir m'installer dans cette vie familiale. Et au niveau des proches, je pense qu'ils sont assez intéressés par la façon dont je voyage et je vis, c'est-à-dire que j'arrive à allier mon métier, que j'adore par-dessus tout, mais également directement, j'arrive à couper court et le lendemain, je serai parti en voyage. Quand vous avez envie de vous inspirer, est-ce qu'il y a un livre, un film ou de la musique tout particulièrement qui vous fait du bien ? La musique, oui, dans le sens où je suis un peu old school, c'est-à-dire que c'est des chansons entraînantes comme par exemple les groupes comme Queen ou les Beatles qui m'entraînent vraiment bien et qui me donnent un peu de panache et de punch. Au niveau des livres, j'ai eu une passe où j'étais beaucoup dans la science-fiction, mais dernièrement c'est beaucoup ce qu'on connaît très bien comme par exemple le Hobbit ou le Seigneur des Anneaux. Est-ce que vous prenez de la musique avec vous quand vous voyagez ? Très peu, parce que je préfère nettement être à l'écoute de la nature et à partir du moment où je me trouve dans une forêt ou une montagne, il faut être à l'écoute de ce qui se passe, c'est-à-dire que plus ce sera calme et moins j'aurai de bruit autour de moi, plus j'aurai la chance de par exemple rencontrer des animaux sauvages ou de voir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir.
Et vous prenez de la lecture avec ou pas? La lecture, malheureusement, non. Si je dois lire, ce sera sur les réseaux sociaux ou ce sera par exemple sur un abonnement à un journal et je me connecterai sur mon téléphone. Quels sont les pays que vous aimeriez visiter? Alors c'est souvent les pays dont on parle le moins, donc on prend souvent les grands pays touristiques, on va dire, comme par exemple l'Indonésie ou l'Inde. Moi ici je vais plutôt me tourner vers des pays qui s'appellent par exemple le Brunei ou la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ce sont des pays qui m'attirent réellement. Des petites enclaves comme par exemple en Europe, Andorre ou Gibraltar, c'est vraiment des pays qui m'intéressent. Ou bien vers l'Amérique du Sud, là on parle souvent Chili, Argentine. Moi ce qui m'intéresse c'est par exemple aller en Guyane ou simplement au Suriname et visiter par exemple aussi l'île de Pâques qui fait partie du Chili. Vous préparez aussi un grand voyage, c'est un tour du monde. Alors racontez-nous un petit peu comment ça se prépare un tour du monde. Pour ma part, ça fait 5 ans que je le peaufine, c'est-à-dire que j'ai énormément travaillé pour pouvoir me permettre de passer vers ce voyage en tour du monde. Donc ça fait 5 ans que je regarde un petit peu les différentes destinations, que je me renseigne sur Internet. Il y a beaucoup de tours du mondistes qui utilisent les réseaux pour parler de leur voyage, donc je m'en inspire également. Ça passe par un budget, donc il faut aussi avoir un petit peu de côté, il faut avoir un minimum de connaissances par rapport aux différents pays qu'on va visiter, c'est-à-dire que le budget va être différent si on passe 2 semaines au Japon ou par exemple 1 semaine au Tadjikistan. Donc c'est vraiment tous ces aspects-là qu'il faut travailler. Je m'inspire beaucoup des gens qui l'ont déjà fait et puis évidemment je laisse toujours une part de hasard, c'est-à-dire que si je me dis un jour j'ai envie d'aller dans ce pays-là et que je serai dans le pays voisin, je me laisserai porter par les conseils des locaux, par mon envie personnelle et j'essaierai par n'importe quel moyen d'y arriver. Comment peut-on faire pour vous suivre et entre autres admirer la superbe photo du Mont Blanc? Je n'en dis pas plus, comme ça obligera les gens à aller sur votre blog et la page Facebook aussi. Voilà, pour le moment j'en suis à un compte Instagram, donc comme vous l'avez cité, The Belgian Kiwi. Je fais passer beaucoup d'informations par rapport au voyage que je suis en train de faire, par rapport aux stories en direct, etc. Les photos également. Sur ma page Facebook qui vient d'être lancée récemment, là je propose en fait mes itinéraires de voyage, donc tous ceux que j'ai réalisés moi-même par mes soins ou bien accompagnés ou voire seul, je les mets en lien avec une photo ou l'autre et je montre qu'il est possible d'utiliser par exemple le vélo, la marche, le bus ou le train et je montre en effet les différents kilomètres réalisés et les différentes heures que l'on peut passer dans les transports en commun. Alors une dernière question, quel conseil vous pourriez donner à celui ou celle qui voudrait aussi faire comme vous et voyager uniquement avec un sac à dos? D'essayer de se lancer, c'est-à-dire qu'on a tous besoin de rêver et c'est-à-dire que si on a une petite peur, si on n'a pas spécialement le temps de se poser un petit peu, d'essayer, de faire petit à petit, étape par étape, de se dire c'est possible, on n'a pas besoin d'aller bien loin, on peut commencer par la France, l'Allemagne qui ont des richesses extraordinaires au niveau des paysages et pourquoi pas faire d'abord 3 jours et puis après prolonger 1 semaine. Je suis tout à fait conscient que c'est pas donné à tout le monde d'avoir autant de vacances, mais en effet, on peut très bien prendre 1 semaine complète, voire 10 jours, et faire étape par étape. Alors, il y a quand même encore une autre dernière question. Vous voyagez seul, mais est-ce qu'il y a une sorte de communauté, ce qu'on appelle les backpackers? Donc, c'est ceux qui voyagent seuls avec leur sac à dos. Vous avez une communauté avec des pages Facebook, des sites, ou bien vous êtes vraiment tout seul? Il y a énormément de pages Facebook qui existent pour justement rencontrer ces différents backpackers ou baroudeurs qui sont soit seuls ou en couple. Et comme je privilégie, comme par exemple en Europe et mon voyage de cet été, je privilégiais donc les auberges de jeunesse et donc quand on se retrouve dans un dortoir de 5, 10, 15 lits, en effet on crée très très vite un contact. Alors évidemment c'est toujours un petit peu plus facile quand on pratique une langue étrangère, mais on arrive toujours à communiquer avec des gestes et en effet quand on crée des liens avec une personne, on arrive à créer donc cette communauté et garder contact avec ces différentes personnes. Comme par exemple cet été j'ai rencontré un Britannique qui voyageait seul aussi. On a passé finalement 3 jours ensemble alors que ce n'est pas du tout prévu. Et ici dernièrement on s'invite l'un l'autre du côté de Bristol et du côté de Liège. Par rapport au zéro déchet, j'essaie de montrer en effet que c'est possible de voyager en réduisant le coût par exemple du plastique ou même le transport. Alors
On dit parfois que c'est impossible ou qu'on ne sait pas par où commencer. Je dis toujours également qu'on ne demande pas à tout le monde de faire du zéro déchet du jour au lendemain. C'est quelque chose qui s'apprend petit à petit. Donc le jour où vous êtes en voyage et que vous voyez par exemple quelque chose que vous voulez acheter, simplement dites-vous, est-ce bien nécessaire d'avoir cet emballage plastique ? Est-ce que j'en ai réellement besoin ? Est-ce que je peux simplement peut-être acheter quelque chose d'autre qui nécessitera moins de plastique ? Donc c'est possible, il suffit simplement de changer un peu ses habitudes, mais de nouveau, step by step. Merci à vous Bertrand de vous être dévoilé un petit peu, de nous avoir parlé bien sûr de votre projet qui est de faire le tour du monde en produisant le moins de déchets possible. Je rappelle qu'on peut vous suivre et on peut voir vos superbes photos sur votre compte Instagram The Belgian Kiwi ou alors sur votre page Facebook qui s'appelle Le Chave en voyage. Avant de fermer le micro, eh bien, je voudrais vous signaler à vous qui nous écoutez que vous pouvez toujours liker ce podcast, que vous pouvez le partager aussi, que vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux et puis dire à tous vos amis qu'il y a plein de podcasts sur cette plateforme qui s'appelle Les Interviews d'Eric Cooper. N'oubliez pas de vous abonner aussi, comme ça vous serez prévenu bien avant tout le monde de la publication d'un nouveau podcast dans Les Interviews d'Eric Cooper. Vous pouvez aussi bien sûr me laisser un commentaire sympa, ça me fait toujours très plaisir. Je vous dis merci, que la force soit avec vous et à très bientôt. Ça y est, c'est fini.